La Révolution de 1830 fut en somme à peine plus difficile que la Restauration. Grâce à l'adresse de Louis-Philippe, qui escamota la République que Lafayette comptait présider. Seulement, cela tenait à différentes situations. D'abord, l'atmosphère n'était plus du tout celle de 1815. Après 30 ans de paix, les Français, toujours nerveux, avaient besoin d'agitation. Et puis surtout, dans Paris, car ce n'était pas vrai de la province, dans Paris, l'opinion bourgeoise avait subi une pression tellement forte qu'elle était transformée. Les chansons de cet imbécile de Béranger, qui passait pour un grand poète à ce moment-là, mais qui chantait en même temps la fille avec laquelle il couchait, et puis en même temps la liberté, l'empereur, et tout cela que chantaient tous les bourgeois à la fin des repas, parce que c'était la grande mode de cette époque-là, avait pénétré partout en répandant la haine des jésuites, le mépris de la noblesse, la haine du roi et le culte de l'empereur. Les pamphlets de Paul-Louis Courier, qui étaient très bien écrits et qui étaient d'une grande perfidie, dans lesquels, par exemple, il se plaignait que les curés, le dimanche, empêchassent les villageois de son village de danser en rond. C'est un pamphlet très drôle. Ouais. Les pamphlets plus lourdeaux de M. de Jouy, et surtout les innombrables éditions des encyclopédistes avaient eu un rôle qui complétait l'instruction publique telle que l'avait conçue Daunou. Vous n'imaginez pas la différence qu'il y avait entre la bourgeoisie de 1790 et celle de 1830. Quand en 1788, Beaumarchais avait voulu vendre une édition de 5000 exemplaires d'un Voltaire complet, il n'avait pas trouvé plus de 4000 acheteurs dans tout Paris, dans toute l'Europe. Tandis qu'entre 1820 et 1840, on a fait une vingtaine d'éditions de Voltaire qui sont toutes vendues. Une dizaine d'éditions de Diderot, plusieurs éditions de Condorcet, de d'Alembert, et ainsi la pensée encyclopédiste s'est répandue et est devenue parole d'évangile dans la bourgeoisie assez cultivée, chez ces jeunes gens qui sortaient des lycées, des collèges, et on peut dire que l'efficacité du poison qu'avaient préparé les idéologues avec l'approbation de Bonaparte n'a été totale que sous la Restauration et a donc, pour Paris et quelques grandes villes, préparé un public qui devait accueillir volontiers un roi libéral, comme on disait, et un roi qui les débarrasserait de l'Église, et un roi qui installerait un bon régime matérialiste en France. C'était donc pas très difficile, mais Louis-Philippe paya cher ce qu'il avait fait. D'abord, il le paya en argent, parce que les grands libéraux de l'époque, du moins M. de Lafayette, M. Benjamin Constant, quelques autres, étaient très démocrates. Mais en même temps, ils aimaient beaucoup dépenser, il y a eu beaucoup de dettes à payer, tellement de dettes à payer, que Laffitte, qui s'était fait banquier de la Révolution, fit faillite comme banquier, et qu'il retomba dans la boue, d'où il était à peine sorti. Donc, grosse dépense d'argent. Les révolutions coûtent cher à ceux qui les payent. C'est toujours l'histoire. Chacune d'entre elles, que ce soit en 48, en 51, en 70, etc. Et la révolution russe aussi. Et nous savons en général qui paye, mais nous le savons après. Deuxième façon dont Louis-Philippe dut payer, il fut à tout jamais déshonoré. C'était une des premières fois en Europe que le cousin d'un souverain s'entendait avec ses ennemis pour le renverser. Et comme l'Europe était à ce moment-là encore monarchique, dans sa grande majorité, Louis-Philippe et les Orléans furent universellement méprisés. Personne ne voulut épouser ses filles, ni ses fils. Il y a eu là une période extrêmement difficile pour lui, et en même temps pour la France. La situation éminente que Charles X avait rendue au pays
grâce à son succès en Grèce, où la flotte française avait détruit la flotte turque, grâce à son succès en Algérie, et avant cela grâce à l'expédition d'Espagne, cette situation qui refaisait de la France la nation la plus brillante de l'Occident fut perdue et Louis-Philippe dut encaisser beaucoup de coups de pied dans quelque chose, sans pouvoir se plaindre. Mais enfin, la façon dont il paya vraiment sa dette au Grand Orient est encore plus frappante. La révolution de 1830 est avant tout une révolution anticléricale. Dès le lendemain, on s'en aperçut. Je vais vous citer un certain nombre de faits, mais je pourrais vous en citer 6 fois plus si nous avions le temps que nous n'avons pas. Primo. À partir de ce moment-là, la conquête de l'Algérie qui se continuait vit supprimer toute propagande catholique. Les généraux qui occupaient l'Algérie reçurent ordre d'encourager l'islam, d'encourager les juifs, mais surtout de ne pas lever le petit doigt pour aider le catholicisme. C'est une des raisons du reste pour laquelle nous avons ensuite perdu l'Algérie d'une façon si pénible. À Paris même, quand la foule, une foule à la fois miséreuse mais surexcitée par la loge de Misraïm, se porta pour piller l'archevêché et fit ensuite une parade sacrilège à travers Paris en apportant des ornements et toutes sortes d'autres choses, la police reçut défense d'intervenir et le cardinal ne put jamais obtenir réparation. Ce ne sont là que des indices beaucoup plus graves et l'aggravation des lois limitant l'enseignement religieux. Et plus grave encore sont les circulaires envoyées par le ministre de l'Instruction publique pour rendre à l'enseignement public toute sa virulence laïque. En même temps que le roi Louis-Philippe faisait M. Daunou pair de France et le couvrait d'honneur et de récompense. Voyez donc que c'était, à un certain point de vue, l'apothéose du Grand Orient. Et en même temps, son triomphe sur l'Église qui était piétiné. Le Grand Orient fut très reconnaissant. Naturellement, elle se multiplia en battements de main, en exclamations d'enthousiasme, et il eut même la platitude de demander à Louis-Philippe d'autoriser le duc d'Orléans, son fils aîné, de devenir grand maître du Grand Orient. Mais tout de même, Louis-Philippe ne voulut pas aller jusque-là. Et la chose n'eut pas de suite. Mais l'euphorie au Grand Orient était telle qu'on proposa de demander à l'État d'en faire une société d'utilité publique, ce qui l'eut entièrement mis sous le contrôle financier et pratique du gouvernement. Tout de même, la minorité gauche du Grand Orient empêcha ça, et le Grand Orient garda une liberté théorique à l'égard du gouvernement. Je dis théorique parce qu'en fait, c'était tout autre chose, comme vous le verrez tout à l'heure. Seulement, les loges ne marchèrent pas. Donc, voyez-vous, encore ici, vous avez une de ces contradictions qu'on trouve quelquefois dans les institutions. Le Grand Orient, qui est le centre administratif, est à plat devant le gouvernement pour avoir de bons rapports avec lui, obtenir des faveurs. Mais les loges qui font l'esprit et le mouvement de la maçonnerie ne suivent pas. Beaucoup d'entre elles restaient bonapartistes. Celles qui avaient encore gardé un peu d'esprit légitimiste le perdaient, et surtout, une grande vague d'anticléricalisme antimonarchiste se répandait dans presque toutes les loges, sous l'influence et la contagion des loges de Misraïm. De toute façon, c'était une époque de violence. Le soir des Trois Glorieuses, on voyait défiler dans Paris des cortèges de maçons avec leurs uniques, avec leurs ripeaux,
des gens avec le drapeau rouge, des gens avec le drapeau noir, et pendant 4 ans, ce fut véritablement pour la police un problème de savoir de quel côté faire face. D'autant plus qu'avec l'industrie qui commençait, les grèves commençaient, et dans certaines régions, comme la région de Saint-Étienne, la troupe tira sur les manifestants et en tua. En effet, Louis-Philippe était bourgeois. Louis-Philippe avait épousé la classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'il avait étendu le suffrage, et que là où autrefois ne votaient que les bourgeois un peu riches et les propriétaires terriens, tous les boutiquiers payaient. Et en même temps, comme il avait enrôlé tous les boutiquiers dans la garde nationale, c'était sur eux qu'il comptait pour le maintenir comme roi, car il savait bien que c'était eux, en effet, qui, à leur critique, défendraient la propriété privée et défendraient en même temps les Tuileries, dans la mesure où ces messieurs qui avaient de gros ventres aimeraient défendre quelque chose d'autre que leur argent, mais tout de même, comme ils étaient très fiers d'être capitaines, d'être colonels, d'être généraux de la garde nationale, on pouvait compter sur leur vanité pour faire ce que ne ferait pas leur courage. Donc, il s'appuyait sur cette classe-là et il l'aidait. Il envoyait ses fils au lycée Condorcet, comme les autres gosses. Lui-même, il s'habillait en bourgeois, il se promenait la canne à la main dans la ville. Et pour supprimer toute cause de mécontentement, il avait supprimé la cour royale. Il y avait bien quelquefois des réunions, mais où l'on recevait des dames aussi distinguées que Mme Victor Hugo, qui avait un petit peu l'air d'une cuisinière en vacances, et des dames aussi distinguées que Mme l'épouse du général de la garde nationale, qui avait l'air d'une marchande à la toilette. Donc la pauvre reine, elle, la reine Amélie, était restée dans son cœur et dans ses prières légitimistes, parce que tout ça ne lui plaisait pas beaucoup, mais enfin, elle était une bonne femme qui aimait son mari. Par conséquent, elle restait et elle recevait et se faisait baiser les mains par tous ces gens-là. Seulement, quand Louis-Philippe se rendit compte que, d'un côté, le Grand Orient lui faisait risette, et que d'une autre côté, les loges lui tiraient à bras raccourcis, il fit donner des ordres à ses préfets et dans ces 4 années, on ferma 80 loges parce qu'elles avaient mauvais esprit. Thiers, qui était ministre de l'Intérieur en 1834, envoya une circulaire qui montre bien l'esprit de cette époque dans le gouvernement. Il disait à ses préfets le 14 mai 1934 de surveiller les agissements républicains dans les loges. Et par suite du rapport spécial que j'aurai soin de m'adresser, on avertira le Grand Orient. Et ensuite, on agira judiciairement si les avis au supérieur maçonnique restent sans effet. Donc vous le voyez, le gouvernement considérait le Grand Orient comme une annexe administrative de sa propre autorité. Mais il la considérait aussi comme une annexe dans laquelle on ne pouvait pas avoir une complète confiance. Et il passait outre et il donnait des coups de bâton quand les coups de bâton étaient utiles. Pendant ces années-là, le gouvernement de Louis-Philippe fut beaucoup plus dur que le gouvernement de la Restauration n'avait jamais été. D'abord, ce n'était plus des gens du monde et des gens distingués qui commandaient, c'était des bourgeois qui voulaient sauver leur fortune. Ensuite, ce n'était plus des gens qui cherchaient avant tout à faire l'unité nationale, c'était des gens qui cherchaient à rétablir la paix à l'intérieur du pays. Donc, les premières années de la monarchie de Juillet ont été des années extrêmement agitées, violentes, brutales, et où on se cassait la gueule entre Français. Les plus fameuses sociétés qui organisaient le trouble dans la rue s'appelaient la Société des droits de l'homme, à laquelle succéda, dès que le gouvernement supprimait une société secrète, elle renaissait sous un autre nom. La Société des droits de l'homme eut une succession qui s'appelait « Aide-toi, le ciel t'aidera ». De nouveau, elle fut fermée. Elle est une succession qui s'appelait la Société des saisons.
Et ainsi, cela renaissait constamment, toutes ces sociétés formées de fils de bourgeois excités, avec quelques agitateurs étrangers, qui se montaient, et des intellectuels qui se montaient la tête les uns des autres. Donc, c'était une période difficile. Mais le plus difficile était encore la situation du Grand Orient en face du réseau international de loges qui se créait au-dessus de lui. Et cela est un aspect très nouveau de la maçonnerie française. Je vous ai expliqué que sous Napoléon Ier, les officiers français avaient créé des loges dans toute l'Europe et qu'ils avaient ainsi des ramifications, les loges françaises avaient des ramifications un peu partout. La chose se vérifie toutes les fois qu'on touche à un document maçonnique de cette époque. Voici par exemple un recueil que j'ai trouvé en Pologne du reste, dans lequel il est question d'admission dans les loges françaises de jeunes maçons dont l'un est un Polonais et dont l'autre est un Tchèque. Et le plus important, et c'est cela que je vais vous lire, c'est une convention conclue le 15 mars 1837 entre le comité de la Jeune Europe installé à Paris et qui était formé de membres de la loge des Trinosophes, qui était une des loges du rite de Misraïm, et le comité des Polonais résidant à Londres et dans les autres parties du royaume de la Grande-Bretagne. Ceux-ci étaient représentés par un Polonais, qui était un réfugié polonais à Londres et qui était membre également de l'association de la Jeune Europe. Il est donc entendu que ces deux sociétés, celle de Paris et celle de Londres, doivent céder. Ils doivent céder en se communiquant tous les 6 mois des renseignements et des rapports, mais aussi, au moment de l'action, envoyer des fonds et envoyer des fusils là où il y aura la bataille. Le comité français disait il se charge au moment de l'insurrection polonaise d'exciter, en tant qu'il sera en son pouvoir, tous les peuples limitrophes de la Pologne à un mouvement insurrectionnel afin de créer une diversion salutaire en faveur de la cause polonaise. Le comité de la Jeune Europe fera tous ses efforts pour assurer à Paris une communication permanente avec France et la Pologne pendant toute la durée de la guerre. Et également utilisera toutes ses ressources pour que les journaux français prennent une position favorable à la révolte polonaise. La chose se continuait, et ce qu'il y a peut-être de plus curieux, voyez-vous, c'est que le comité de la Jeune Europe, ayant ratifié toutes ces choses, 15 jours après, dans une lettre avec une en-tête « Liberté, égalité, humanité », prévenait le comité de Londres que Joseph Mazzini, qui était un Italien, comme vous le savez, président de la Jeune Europe, résidant à Londres, serait leur délégué auprès des Polonais de Londres. Et tout ceci, vous le voyez, vous marque le curieux margouillis, car voilà quelles étaient les différentes sociétés qui se réunissaient sous ces étiquettes. Largement encouragés par Lafayette, qui les réunissait chez lui et qui leur procurait de l'argent. Il y avait donc la Société de la Jeune Pologne, qui préparait sa révolution armée, la Société de la Jeune Allemagne, qui préparait l'unité allemande, la Société de la Jeune Italie, présidée par Mazzei, qui présidait l'unité italienne. Et toutes étaient des associations républicaines qui étaient en même temps anti-monarchiques et anticléricales. Ces différentes associations s'établissaient bien au-dessus du Grand Orient, parce qu'elles étaient en liaison avec la Grande Loge de Londres et qu'elles recevaient l'argent
non seulement de la Grande Loge de Londres, mais des comités protestants et de l'Intelligence Service chargés de fomenter en Europe des troubles qui arriveraient à détruire l'action de Metternich et de la Sainte Alliance pour la remplacer par une Sainte Alliance protestante dont Londres serait le centre. Pour vous donner une idée du programme, voici un discours fait par un certain Israélite, maçon et membre de cette association, qui se nommait Mabersberger, fait à Varsovie, à la Société des Amis de la Patrie polonaise. Il commençait par dire que le gouvernement, et c'était vrai des Russes, était féroce, et ensuite que le christianisme était ignoble, parce qu'il réduisait la liberté de l'homme. Ensuite, il annonçait des révolutions et disait que le prototype de toutes les révolutions devait être la Révolution française. La brillante Révolution française, attisée par des hommes qui auraient dû la diriger, a manqué sous beaucoup de points de vue, car elle a dévié de son but. Mais elle est un utile exemple. Et ensuite, il faisait un grand éloge du protestantisme, en ajoutant que tous les hommes sont égaux, et qu'il fallait détruire les rois, les princes, les prêtres, les riches, les fonctionnaires. Vous voyez que c'était un programme très complet dans son genre. Cette situation n'était pas inconnue du gouvernement royal, et elle l'inquiétait. Dans un rapport de la même époque, je trouve qu'un fonctionnaire dit « Les loges qui méritent d'être surveillées dans les circonstances actuelles sont les réunions Misraïm et celles des jeunes Europes, dont le but n'est autre que de renverser les trônes et de former des gouvernements mixtes, aristocratiques, démocratiques. Elles ont plus de fanatisme que de morale, plus d'empire sur l'imagination que sur la raison, des adeptes et leur force est plutôt dans leur nombre que dans leur intelligence. » Tout cela fermentait à droite et à gauche, et tout cela fermentait dans des conditions qui rendaient le gouvernement de Louis-Philippe extrêmement difficile. En effet, M. de Metternich, qui n'était pas une gourde, faisait saisir beaucoup de ces papiers-là, et il se plaignait au roi de France, qu'il n'aimait pas, du fait qu'on avait saisi en Allemagne, vous savez que l'empereur d'Autriche était encore l'empereur d'Allemagne, on avait saisi des papiers prouvant la fondation à Paris d'une société populaire allemande que Lafayette avait créée et qui était une filiale de la Société des droits de l'homme dont je viens de vous parler, c'est-à-dire une société révolutionnaire locale française, mais qui devait travailler en Allemagne pour faire le même bruit, la même agitation. La maçonnerie devenait donc un centre de révolution internationale à son propre bénéfice, mais aussi au bénéfice de la politique anglaise qui tenait à disloquer les monarchies encore solides et surtout les monarchies catholiques comme celle d'Autriche. Le roi Louis-Philippe voyait ça avec inquiétude. Et il le voyait d'autant plus avec inquiétude que Lafayette était, bien qu'il fût vieux, très bavard et faisait des grands discours, et que Lafayette et ses amis au Parlement ne cessaient de réclamer l'intervention française en Pologne et la guerre avec la Russie. Le roi Louis-Philippe n'en avait aucune envie. Mais M. Thiers, à un moment assez tragique, où la France avait été très insultée, comme je vous raconterai tout à l'heure, en avait grande envie, lui. Aussi, Louis-Philippe liquida-t-il Thiers, et ce fut l'une des causes plus tard qui devait coûter à Louis-Philippe son trône. Mais enfin, il avait du moins refusé la guerre, et c'est un acte parfaitement sage qu'il avait fait, car cette guerre n'aurait pu mener à rien du tout. De même, malgré leur folie, les républicains radicaux de 1937 ont refusé au Grand Orient l'entrée en guerre de la France en faveur de l'Espagne, et c'est tout de même là un petit reste de sagesse dans les deux cas. Ainsi, la situation à Paris, vous le voyez, de 1830 à 1935 a été extrêmement difficile. Il fallait toute l'adresse de Louis-Philippe, toute sa popularité auprès du Grand Orient et toute sa popularité auprès de la garde bourgeoise pour s'en tirer. À la campagne, la situation était différente. Là, en effet,
le clergé avait bien travaillé, la religion catholique avait repris des racines. Dans certaines zones comme l'Ouest, le Languedoc, ses racines étaient profondes, la vie religieuse était solide, et malgré l'abandon de Lamennais, que Rome venait de condamner avec beaucoup de sagesse, malgré donc la défection de Lamennais, on peut dire que le catholicisme gagnait du prestige. Même à Paris, on essayait une contre-attaque. C'était l'époque où l'archevêque de Paris organisait, grâce à un orateur extrêmement éloquent, le père Lacordaire, les premières conférences d'hommes. Et mon grand-père me racontait qu'au début du règne de Louis-Philippe, on ne voyait aucun homme dans les principales églises de Paris. Il voulait dire aucun homme de la bourgeoisie. Il y avait l'aristocratie puis le populo, mais il n'y avait pas de bourgeois. Tandis que grâce à ce travail de l'archevêché de Paris, grâce à Lacordaire et à d'autres, parce qu'il n'était pas le seul, il y a eu une réelle amélioration. Et cette amélioration a également eu une importance politique. Unis aux légitimistes, les catholiques ont commencé à représenter à la Chambre un élément important et à lutter contre le sectarisme protestant et le sectarisme maçon dans les écoles. La bataille a été très dure, mais certains de ces députés catholiques étaient intelligents et éloquents, et ils eurent la chance d'avoir un chef qui, sans être, lui, très intelligent, il faut bien le dire, bien qu'il fût génial, a donné du moins un singulier prestige à leur petit groupe. Le chef, c'était M. de Lamartine, lequel devint à ce moment-là, il était au fond légitimiste et il méprisait profondément Louis-Philippe, comme presque tous les gentilshommes de l'époque. Mais surtout, il vit là la possibilité de se créer une clientèle, et il se créa une clientèle très réelle en mettant au Parlement l'avocat de la liberté de l'enseignement et de la libération de l'Église catholique qui était vraiment pressurée. Le gouvernement se trouvait donc coincé entre une droite très solide à la campagne qui reprenait du poids et de l'importance, et en même temps les loges, pas le Grand Orient, mais les loges qui, elles, commençaient à lui échapper comme influence. Le plus ennuyeux à cette époque-là encore, pour Louis-Philippe, fut la naissance, le foisonnement, si vous voulez, de théories socialistes qui prenaient sur l'opinion publique impressionnable, qui avait une prise énorme. En effet, Saint-Simon, sous la Restauration, avait commencé à prêcher une ère nouvelle. M. de Saint-Simon était un esprit un peu chimérique, mais c'était un esprit assez généreux en même temps. Aussi, ce qu'il envisageait était-il, lui, une transformation volontaire du monde que feraient les bourgeois et par laquelle il substituerait à la noblesse et au clergé les ingénieurs. Il envisageait une exploitation industrielle du monde qui donnerait le bien-être à tout le monde, mais qui exigerait une réforme constante, totale, une organisation scientifique de l'humanité. Tout serait désormais centré sur le travail productif, et sa grande formule était à ce moment-là un collectivisme où chacun aurait selon ses capacités et chaque capacité aurait selon ses heures. Il voulait également abolir la propriété privée pour créer la propriété collective. Son dernier livre, de 1825, s'appelait « Le nouveau christianisme », et il n'était donc pas démagogique, bien que ces théories puissent être exploitées dans ce sens. Elles le furent naturellement. Elles le furent par une série de gens qui avaient des formations, souvent des formations scientifiques, et quelquefois d'autres formations philosophiques. Plusieurs d'entre eux, et c'est assez curieux, venaient du Jura, et en particulier de la région de Besançon. Les plus fameux ont été un certain Bazard,
qui a propagé le saint-simonisme tant qu'il a pu. Ensuite, il y en a eu un autre qui était plus pittoresque, qui s'appelait M. Cabet, qui a vécu de 1788 à 1756. Et lui, il a publié un roman qui s'appelait Le voyage en Icarie. L'Icarie était une terre idéale où messieurs et dames allaient ensemble, couchaient ensemble, vivaient dans des phalanstères, possédaient la terre ensemble, avaient des bébés ensemble, mangeaient ensemble, buvaient ensemble et étaient parfaitement heureux de tout cela. Son roman a eu un succès formidable. Tout alla bien jusqu'au moment où il créa une colonie dans le Texas. Alors, à partir de ce moment-là, ça n'en a plus du tout. Les dames se battirent entre eux, les messieurs entre eux, les dames avec les messieurs, les enfants avec tout le monde, et lui-même, en fin de compte, fit faillite et fut expulsé par ses chers collaborateurs. Victor Considérant, lui, était un disciple de Fourier. Il pressait l'association et disait que la nature humaine étant unie, tous les hommes devaient être unis. Et alors, sa théorie à lui, qui était très jolie, c'était que tout serait extrêmement facile sur Terre si l'on voulait bien remplacer le travail forcé par le travail naturel. Si les séances solitaires, longues, continues, sont insipides et mortelles en industrie, en toute chose, écoutez la voix de la nature et concluez avec elle que le travail utile ne peut devenir plaisir qu'à la condition d'être exécuté en réunions nombreuses, en séances courtes et variées. Alors il créait des phalanges, et la théorie c'était que chaque personne devait être utilisée selon sa passion. Si un monsieur était un cogne dur, il fallait le faire forgeron, il cognerait dur. Si un monsieur aimait boire, il fallait le faire tenteur de vin, et comme ça il serait utilisé. Pour les petits garçons qui aiment jouer aux billes. Il avait une idée merveilleuse. Les petits garçons qui aiment jouer aux billes, vous les prenez, vous les mettez devant une table, vous leur donnez un grand sac de petits pois à trier, les petits là, les moyens là, les grands là, et ça les amuse toute la journée, ils sont ravis. Ainsi, tous les problèmes se réduisaient de cette façon-là, et M. Victor Considérant était très respecté jusqu'au jour où il voulut faire des conférences sur la mise en commun des femmes. Alors là, la police n'approuva pas. Le père enfantin, lui, était banquier, il avait de l'argent. Il vécut de 1796 à 64. Il était ingénieur, il était aussi un des apôtres du Saint-Simonisme, il était politicien, officier d'abord, marchand ensuite, théoricien ensuite, et il était adroit dans le maniement des fonds. Aussi fut-il le bailleur de fonds de tous ces gens-là. Fourier, qui vécut de 1772 à 37 et qui était l'un des meilleurs écrivains, lui préconisait aussi les phalanstères, le travail libre, agréant, et au lieu de dire à chacun selon ses heures, il disait à chacun selon ses besoins, ce qui était beaucoup plus audacieux. Tout cela, vous le voyez, était un peu du délire. Mais c'était un délire qui excitait les foules, et à côté de cela, d'autres personnes allaient plus loin et poussaient l'opinion plus violemment. Proudhon, qui était un très bon écrivain, et qui était également du Jura, et qui vécut de 1805 à 65, 1909 à 65, était, lui, beaucoup plus réaliste et encore assez chimérique. Il imaginait un socialisme individualiste. Il considérait que le bonheur de l'humanité ne se produirait que le jour où on supprimerait le gouvernement et où il y aurait une anarchie avec une économie mutuelle, on échangeait des chaussures contre un chou-fleur ou des choses comme ça, et qu'en politique, il ne fallait plus d'États centralisés, mais des fédérations de familles. Tout cela n'était pas d'un intérêt immédiat, mais il le prêchait très bien. Et ça lui permit même de s'engueuler avec Marx, qui trouvait que c'était idiot. Ça, nous en parlerons plus tard. C'est lui qui, cependant, à cette époque, lança la formule incendiaire: la propriété, c'est le vol. N'oubliez pas ça, Proudhon. À une époque où M. Guizot disait aux bourgeois « enrichissez-vous », à une époque où toute la politique était basée sur la satisfaction de la classe moyenne, parce que Louis-Philippe n'avait pas donné le suffrage universel, des boutiquiers, des petits bourgeois qui s'enrichissaient, le scandale était immense. Mais ce scandale avait des résonances dans le peuple.
et le peuple, du moins certains éléments, commençaient à le suivre. Les deux grands agitateurs de l'époque, qui s'appelaient Barbès et Blanqui, le savaient bien. Auguste Blanqui, qui était né en 1805 et qui est mort en janvier 80, était avant tout un révolutionnaire. Il avait été membre de la société, président de la Société des droits de l'homme, ensuite de la Société des saisons. Il était né à Nice et il demeurait à Paris et il agitait constamment. Et voici ce qu'il disait, et vous allez voir à quel point c'était contre l'esprit du Grand Orient, contre l'esprit du régime, alors que lui, tout de même, était un maçon. 100 000 bourgeois. Voyez-vous, on ne s'attaque plus aux nobles, on s'attaque aux bourgeois. 100 000 bourgeois forment ce qu'on appelle, par une ironie amère, l'élément démocratique. Que sera-t-il, bon Dieu, des autres éléments? Paul Courrier a déjà immortalisé la marmite représentative, cette pompe aspirante et foulante qui foule la matière appelée peuple pour en aspirer des milliards, incessamment versés dans les coffres de quelques oisifs. Machine impitoyable qui broie un à un 25 millions de paysans et 5 millions d'ouvriers pour extraire le plus pur de leur sang et le transfuser dans les veines privilégiées. Et alors, la triple formule de Blanqui était laïcité, plus d'église, liberté, le moins d'État possible, libre instruction pour tous, tout le monde à l'école et tout le monde bachelier. Il avait d'autres théories qu'il eut tout le temps d'étudier, parce que par les soins de Louis-Philippe et des gouvernements qui se succédèrent, il fit environ une quarantaine d'années de prison. Moi qui n'en ai fait que 7, je peux vous dire qu'on a le temps de réfléchir en 40 années de prison et même de lire beaucoup de théories. Donc la pensée de Blanqui s'excitait et quand il sortait de prison, il était tout prêt pour faire de nouvelles révolutions et pour aller dans la rue. Vous verrez que son influence est extrêmement grande en 1848, à un moment où il n'était plus en prison pour le malheur de Louis-Philippe. Le Grand Orient ne voyait pas tout cela avec satisfaction. Le Grand Orient était composé de petits bourgeois, le Grand Orient était composé de gens qui s'appuyaient sur le gouvernement, qui voulaient être reçus aux Tuileries, qui voulaient des légions d'honneur, qui voulaient devenir pair de France, comme M. Daunou. Et par conséquent, pour réagir, ils créèrent un journal économique, le premier journal économique français, celui qui devait contrebattre par la pratique et les renseignements les folies de ces socialistes délirants. Ce journal s'est appelé Le Globe, 1841. Il a eu un certain éclat. Seulement, il avait l'ennui d'être mortellement embêtant et de ne pas s'adresser à l'imagination. Par conséquent, il n'a pas du tout eu la même influence que les grands apôtres socialistes qui continuaient à prêcher et à aller dans la rue. Aussi, la ressource de Louis-Philippe fut-elle de prendre comme ministre un homme fort, honnête, sérieux, M. Guizot, protestant, et du reste protestant chrétien, protestant sincère, et protestant sans haine pour le catholicisme. Et comme préfet de police, M. Delessert, qui de 1839 à 1847, lui garantit la paix dans la rue, parce que les polices étaient fortes et la garde nationale était à ce moment-là docile. Donc, cela eut l'apparence de la paix en France pendant ce moment-là. Mais la franc-maçonnerie bourgeoise qui s'enrichissait, l'industrie qui maintenant se développait, était pour une partie de la population pauvre, et même dans certains centres ruraux, un scandale et une cause d'irritation. Aussi, le rang des députés de droite légitimistes et des députés de gauche, soit la gauche gouvernementale, la gauche dynastique, soit la gauche républicaine, s'augmentait d'élection en élection. D'autant plus que Louis-Philippe payait cher le croc en jambe qu'il avait donné à Charles X.
toute son influence internationale s'évanouissait. Le président Jackson lui envoyait des insultes et l'obligeait à payer. Les dettes qui remontaient à 1800. Dans le Proche-Orient, quand il avait voulu soutenir notre ami Mehemet Ali d'Égypte, Angleterre, Empire, Russie s'étaient entendus contre nous pour nous exclure du Proche-Orient et liquider Mehemet Ali. Quand il avait voulu marier avantageusement ses fils en Espagne, ce qu'on a appelé les mariages espagnols, le gouvernement Angleterre, après avoir dit oui, disait non. Aussi, comme le disait M. de Lamartine, la France s'ennuie. Toute la jeunesse s'agitait, mécontente. Cette impopularité qu'au fond, ni Louis XVIII, ni même Charles X n'avaient eue à cause de leur dignité, Louis-Philippe, malgré le fait qu'il s'habillait en bourgeois, qu'il se promenait en redingote dans les rues, était l'objet d'une campagne féroce de diffamation, d'insultes et de moqueries. La plus fameuse campagne est celle du nain jaune. Je souhaite qu'un jour vous puissiez voir ça. Le nain jaune était maçon aussi, mais avait un certain esprit. Et il avait fait faire par un dessinateur une série de croquis. On voyait d'abord le roi Louis-Philippe avec sa belle grosse redingote. Puis on le voyait un peu modifié, puis en fin de compte, il y avait un quatrième dessin où le roi n'était plus qu'une poire. Ce dessin affiché partout est un succès immense. La popularité personnelle du roi s'en allait. Et quand son fils, le duc d'Orléans, qui était un homme beau, intelligent, gentil, populaire, mourut, ce fut pour la dynastie un coup terrible. En même temps que le roi se dépopularisait, le Grand Orient, lui, perdait du terrain à l'intérieur de la maçonnerie. Il a essayé, en faisant une nouvelle réglementation, de retenir ses troupes et de les dominer. Mais cela ne pouvait pas marcher, parce qu'il était trop notoirement de mèche avec le gouvernement, qui se servait de lui pour fermer certaines loges, pour en museler d'autres, et lui se servait du gouvernement pour les faire fermer par la police. Donc, l'organisme lui-même de la maçonnerie gardait une main dans la main du gouvernement, mais de l'autre, malgré tout, était bien obligé de tenir une certaine sympathie avec ces loges, dont il ne pouvait pas absolument liquider, et de les suivre plus ou moins. Or, l'une de ces loges avait pris une extension énorme. Cette loge était dirigée par un politicien, Odilon Barrault, Cette loge s'appelait la loge des Trinosophes. C'était une des fondations. C'était une des fondations de la loge de Misraël. Et elle comportait beaucoup plus d'éléments populaires et même populeux et populaciers que les autres loges de Paris. Elle était donc plus active, plus à l'écoute des théories socialistes et de l'agitation. Le rôle de la loge des Trinosophes a été de galvaniser toutes les autres loges d'opposition autour d'elle et de faire un vaste mouvement. Ce vaste mouvement s'entendit d'abord avec le Parti républicain, qui n'était pas très nombreux, mais qui était bruyant, et on chercha une plateforme. La plateforme fut fournie par Blanqui. Blanqui réclamait le suffrage universel comme étant le remède à tous les maux. Il pensait que le jour où le peuple voterait, tout irait bien. Déjà, M. de Montesquieu, dans un moment de folie, avait dit « Le peuple est entièrement sage dans ses choix ». Et voici ce que disait Blanqui. « Nous demandons que les 33 millions de Français choisissent la forme de leur gouvernement et nomment, par le suffrage universel, les représentants qui auront mission de faire les lois. Cette réforme accomplie, les impôts qui dépouillent le pauvre au profit des riches seront promptement supprimés et remplacés par d'autres établis sur des bases contraires.
Au lieu de prendre aux prolétaires laborieux pour donner aux riches, l'impôt devra s'emparer du surplus des oisifs pour le répartir entre cette masse d'hommes indigents que le manque d'argent condamne à l'inaction. Frapper les consommateurs improductifs pour féconder les sources de la production. Faciliter de plus en plus la suppression du crédit public, cette plaie saigneuse du pays, enfin substituer au funeste tripotage de bourse un système de banque nationale où les hommes actifs trouveront les éléments de la fortune. Alors seulement, alors, à ce moment-là, les impôts seront un bienfait. Blanqui avait beaucoup gueulé, et tellement gueulé qu'on l'avait écouté. Et le jour où la loge des Trinosophes, qui était présidée par Odilon Barrot, lequel était, en même temps au Parlement, le chef du petit parti, ou du parti assez important qu'on appelait la gauche dynastique, c'est-à-dire des gens qui avaient confiance dans Louis-Philippe, mais qui voulaient le pousser à gauche. Le jour où la loge des Trinosophes adopta ce programme, la situation du gouvernement devint grave. Il ne s'en douta pas tout de suite, parce qu'il se croyait une situation forte au point de vue police. En effet, ces politiciens, ces maçons n'osèrent au début employer qu'un procédé très maçonnique qui était faire une campagne de banquet. On mangeait, on buvait, on gueulait, puis on se séparait. Donc le gouvernement disait, ça c'est pas très mauvais, ça va très bien, on chante, ça va bien. Je vous ai déjà signalé, vous allez voir comme la vie est un écheveau, que l'un des problèmes graves pour la maçonnerie et pour Louis-Philippe était le problème des maçonneries internationales, car cela échappait au gouvernement. Or, à cette époque-là, ce réseau Jeune Europe était devenu très puissant. Les subsides de Londres, l'aide de l'Intelligence Service, l'évolution rapide de certains cantons suisses riches comme Genève, qui étaient des centres de propagande et de Jeune Europe, Genève étant une plaque tournante magnifique, tout cela donnait aux troupes, ces maçons internationaux liés avec Misraïm, un jeu superbe. Ils préparèrent donc avec beaucoup de soin, en 1847-48, à une époque où il y avait une crise économique comme il en arrive quelquefois, une série de révolutions qui devaient se passer successivement. Si la première réussissait, la seconde irait, la troisième irait, la quatrième irait, il ne se trompait pas de vrai. La première devait se passer en Suisse, où les catholiques étaient minoritaires, et où les agitations antichrétiennes avaient amené dans certains cantons, le canton d'Argovie en particulier, à la suppression de couvents. Les catholiques de Fribourg et des autres cantons catholiques, comme le Valais, protestaient et réclamaient que l'on respectât les droits des cantons, les droits des couvents. Comme on ne les respectait pas, ils formèrent une association intérieure qu'ils appelèrent le Sonderbund. Ce Sonderbund se jugeait à l'abri des coups. Non pas qu'il fût très fort, parce qu'ils n'avaient pas d'armée ou peu d'armée, mais parce qu'ils avaient la garantie de Metternich, qu'en cas de danger, l'Autriche interviendrait, et de Louis-Philippe, qu'en cas de danger, la France interviendrait. Donc, le Sonderbund serait secouru de l'Est et de l'Ouest. Les gens de Genève, les gens de Berne, les gens des cantons protestants le savaient, mais quand ils virent commencer la campagne des banquets, quand ils virent une certaine agitation se manifester en Autriche, ils se dirent que le moment d'agir approchait. Et c'est ainsi que dans l'année 1847, la majorité protestante, qui était faible, mit hors la loi le Sonderbund, et que le Sonderbund, se croyant sûr d'une aide, réunit une petite armée, laquelle fut rapidement écrasée par l'armée fédérale du général Dufour, et les cantons catholiques obligés de chasser les jésuites,
de donner des garanties d'éducation laïque, enfin de baisser le nez et de payer même des taxes. Ils avaient été extrêmement surpris de voir que ni Louis-Philippe ni Metternich n'avaient agi. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que les mots d'ordre étaient venus de Londres, et que de Londres, on avait prévenu Metternich et on avait prévenu Louis-Philippe qu'il ne devait en aucun cas intervenir, sans quoi Londres et Berlin interviendraient aussi. Donc, devant le danger d'une conflagration mondiale, européenne en tout cas, Louis-Philippe, qui ne voulait pas la guerre, et Metternich, qui n'était plus très jeune, n'avait pas secouru le Sonderbund qui s'était écroulé, d'où il résulta une transformation de la Constitution suisse et une persécution des cantons catholiques. Ceci transforma le climat de l'Europe et révéla à la maçonnerie internationale, à la maçonnerie anglaise, toute sa force et toute sa puissance. C'est donc à ce moment-là que la révolution en France, qui devait éclater en février, en Autriche, qui devait éclater en mars, en Allemagne, qui devait éclater en mars-avril, et en Italie, qui devait éclater en même temps, fut décidée et préparée par ce comité international. La chose à Paris fut extrêmement bizarre et vraiment presque absurde. Selon la technique de Blanqui et selon la technique d'Odilon Barrot, on devait donner un grand banquet à Paris pour réclamer le suffrage universel. La police du roi et le roi déclarèrent que non, il ne fallait pas donner ce banquet, on permettait ceux des provinces, mais pas à Paris. Et alors, après une certaine hésitation, Odilon Barrot et ses camarades se dégonflèrent et dirent pas de banquet, puisque vous voulez pas de banquet, vous êtes des tyrans, mais pas de banquet. Seulement, les sociétés populaires, tout ce qui restait des créations de Barbès et de Blanqui, dès qu'elles apprirent ça, commencèrent à se répandre dans la rue et à faire du bruit, à gueuler. Il y avait également du chômage chez les ouvriers, donc la rue se remplit de bruit et d'agitation. Tout cela n'était pas très grave, jusqu'au moment où la garde nationale, envoyée pour mettre fin, comme elle l'avait fait si facilement de 1830 à 1835, à cette agitation qui n'était encore qu'une agitation de quartier, au lieu de marcher contre les émeutiers, marcha avec eux. Alors, on va dire à Louis-Philippe aux Tuileries, sire, on risque d'attaquer les Tuileries. Le maréchal Bugeaud, qui était là et qui avait, vous le savez, fait la guerre d'Algérie avec assez de courage et qui avait porté une casquette, comme la chanson le dit, et qui était dévoué à Louis-Philippe, le général Bugeaud lui dit « Sire, je me charge de débarrasser tous ces gens-là comme vous voulez. » Seulement, le roi n'était plus jeune. La mort du duc d'Orléans l'avait privé d'un successeur et d'un conseiller. Et autour de lui, il y avait toute une série de conseillers maçons, d'hésitants, de femmes en larmes, qui se pressaient et qui l'inquiétaient. Donc, dans le grand salon des Tuileries, au milieu de conseillers beaucoup trop nombreux, ce qui est déjà très dangereux, une trentaine de conseillers, le roi hésitait, Piscator lui disait « Non, sire, il faut déchirer l'acte d'abdication. » Parce que les lâches lui disaient « Abdiquer en faveur de votre petit-fils, le fils du duc d'Orléans, et de la duchesse d'Orléans, qui était une Allemande, mais courageuse, et qui voulait essayer de sauver la situation. Et abdiquer, puis tout s'arrangera. » Et alors, les meilleurs de ses fidèles, Bugeaud lui disait « Non, n'abdiquez pas, parce que si vous commencez devant l'émeute à paraître faiblir, l'émeute vous balayera. » À ce moment-là, un Israélite maçon, très zélé maçon, qui s'appelait Crémieux, s'approcha du roi et dit « Sire, j'aime trop votre majesté pour lui cacher qu'une foule immense de peuple et de garde nationale révoltée marche sur les Tuileries. » C'était pas vrai. Et le roi prit le papier, signa son abdication, et ensuite on allait lui chercher un fiacre qu'il prit pour quitter Paris. Donc vous le voyez, cette fois-là encore, cette révolution n'a pas demandé
beaucoup de soins, donc beaucoup de sang. Elle a demandé une bonne mise en scène. Elle a demandé un bon travail de coordination entre les maçonneries anglaises, suisses, allemandes, italiennes et les loges françaises révolutionnaires. Naturellement, le soir, Paris fut une vaste chienlit. On tirait des coups de fusil dans tous les coins. Il y avait des sociétés socialistes qui se baladaient avec des drapeaux noirs, d'autres avec des drapeaux rouges. Il y avait également des parades maçonniques qui célébraient. Ils célèbrent toujours. C'est une technique éternelle. Il faut célébrer. Il faut célébrer le vainqueur. Et puis il y avait M. de Lamartine qui montait sur une estrade improvisée, créait un gouvernement improvisé dans lequel naturellement il y avait des socialistes et lui-même, et suppliait les électeurs de bien vouloir ne pas lui imposer le drapeau rouge qui aurait fait saigner son cœur. Donc, la monarchie juliette était abandonnée en même temps par les éléments légitimistes et catholiques qui avaient perdu toute confiance en lui, par le Grand Orient qui ne l'avait jamais très bien soutenu, et par cette petite bourgeoisie qui, au fond, elle avait peur du populo, comme en 1789, la noblesse avait reculé devant les forces et les troupes de la bourgeoisie organisée et salariée par une partie de la noblesse du reste. Louis-Philippe s'en allait, après avoir donné à la France, tout de même, il faut bien le dire, 18 ans de paix et de prospérité. Mais en même temps, 18 ans de persécution religieuse, de maçonnerie florissante et un approfondissement de la corruption de la bourgeoisie libérale qui était devenue de plus en plus égoïste, de plus en plus matérialiste, de plus en plus inféodée à ces idées qui sont restées le symbole de la monarchie juliette, les idées d'utilitarisme sans aucun respect ni de la vie spirituelle ni même de la vie intellectuelle. Il s'en allait, non pas comme s'en allait Charles X, entouré d'un certain respect et d'une certaine sympathie, il s'en allait écrouler. Et il laissait derrière lui un désordre infini. Désordre qui résidait dans ceci, c'est qu'à Paris, c'était la chienlit. À Paris, on dansait, les ouvriers ouvraient des tonneaux, les bourgeois se cachaient, les soldats étaient consignés dans les casernes, mais dans toute la province, le sentiment de crainte et d'indignation était universel, ce qui préparait à la France, après une révolution facile, une guerre civile qui ne l'était pas, et dont vous verrez les incidences qu'elle a eues. Car j'espère que vous vous porterez bien et que dans un mois je vous reverrai pour vous parler de ce qui s'est produit entre 1849 et 1910. Nous approchons donc d'une période extrêmement difficile, très compliquée, où le Grand Orient, réconcilié avec ses loges, va cette fois-ci non plus trottiner derrière les gouvernements pour leur plaire, mais obliger les gouvernements à trottiner derrière elles. Ainsi, vous aurez vu la montée graduelle de la maçonnerie et son apothéose sous la Troisième République, qui sera le gouvernement maçonnique par excellence entre tous. Si vous avez quelques questions, je suis votre serviteur. Oui, oui. Il y a rapport entre le spiritisme et la maçonnerie. Entre Le spiritisme et la maçonnerie. ils ne sont pas très nets. Vous comprenez, le spiritisme actuel est un moyen de lutter contre le catholicisme. Si vous voulez, si vous prenez les bouquins et les articles de Cromwell, c'est ça. Et ce sont tout ceci, voyez-vous, se fait par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle la Société Théosophique. C'est une loge parente du Grand Orient, mais pas directement du Grand Orient, comprenez-vous. Et la Société Théosophique groupe et stimule toutes ces choses-là, de façon à essayer de remplacer la mystique catholique par une mystique bidon, astrologique. Vous voyez, c'est un retour à la vieille astrologie du XVIe siècle. Il y a eu de très bons articles, si ça vous intéresse, je vous donnerai la référence. Il y a eu un très bon article
dans la revue de Monseigneur Lefebvre à ce sujet-là, qui montre très bien la supercherie et la succession de ces erreurs spirites. Eh bien, messieurs, portez-vous bien et guérissez-vous.